Ok, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette session qui s'appelle Démystifier le réactif et l'orchestration de services avec Vertex, Kubernetes et Kotlin. En 2 mots, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Julien Ponge. Je suis maître de conférence à l'INSA de Lyon. Je travaille dans un laboratoire qui s'appelle le City. J'ai fait plein d'autres projets, dont un langage qui s'appelle Golo. J'ai fait plein de choses dans l'open source. Et depuis 2 ans, je travaille pour Red Hat. J'ai été mis en délégation pour Red Hat et je travaille justement sur le projet qui s'appelle Vertex, dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, juste un tout petit mot sur la cible d'audience pour ce talk. Je suis parti du principe qu'on démystifie. Ça veut dire que, a fortiori, vous avez peu d'expérience là-dedans. Donc, peu ou pas d'expérience avec Vertex ou d'autres systèmes asynchrones. Kotlin, si vous ne connaissez pas ce langage, c'est absolument pas grave parce que, vous allez voir, c'est vraiment Java avec une syntaxe différente. Et Kubernetes, pareil, je suppose que vous n'avez pas joué avec. Si jamais c'est le cas, vous allez peut-être voir quelque chose, mais je pars vraiment du principe pour ce talk que vous n'avez pas d'expérience sur ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc je vais commencer par Kotlin. On va commencer par le langage qu'on va utiliser pour faire les démos. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui font du Kotlin? Ok, quelques-uns. Donc j'ai un slide pour que vous mettiez Kotlin sur votre CV, vraiment. Donc, je ne vous montre pas tout Kotlin, c'est pas possible, mais juste pour vous montrer quelques choses qui sont essentielles et qu'on verra ici. Data class, c'est pour faire une classe de données. Donc ça vous évite de faire votre classe comme en Java avec les getters, les setters, les equals, les champs qui correspondent. Ici, là, en Kotlin, c'est une classe qui s'appellerait person, qui a une propriété constante val versus var, qui s'appelle name, qui est un string. Vous voyez que c'est comme en Pascal ou en Scala, on met à droite le type d'un paramètre, d'une variable. Pareil pour l'âge qu'un entier. Donc ça vous fait une classe immuable qui a les getters, les setters, le equals qui est correct, le hashcode qui est correct et un toString qui vous fait quelque chose par défaut de tout à fait sensible. Un truc sympa que vous pouvez voir dans Kotlin, donc fun, c'est pour créer une fonction ou une méthode. C'est ce qu'on appelle les extensions. Donc l'idée, c'est de dire là, je prends string, qui correspond au string de Java, et je vais lui rajouter la méthode yo, qui va faire un println, donc lui-même, et flèche yo. Donc ça vous permet, quand vous avez une API existante, plutôt que de faire des sous-classes, ou parfois on ne peut pas le faire, ça vous permet de rajouter des méthodes en fait, dans des classes déjà existantes. C'est très populaire, par exemple si vous faites du Android, il y a beaucoup de choses comme ça qui traînent. En Kotlin, vous avez des fonctions d'ordre supérieur, c'est-à-dire que vous pouvez passer des fonctions en paramètres de fonctions. Donc là, c'est une fonction qui s'appelle wrap, qui prend en paramètre block. Block, c'est une fonction qui ne prend pas d'argument, qui renvoie rien, donc unit. Et puis, je vais faire un println avant et après l'exécution du bloc. D'accord ? Et si j'utilise tout ça dans un main, donc là, vous avez le main, c'est l'équivalent d'un public static void main de Java. J'appelle wrap, je passe un bloc, je crée une personne de mon data object qui s'appelle Philippe. Je dis qu'il a 45 ans, je ne sais pas s'il a vraiment 45 ans, Philippe, le Philippe auquel je pense. Et je fais un println, et donc ça va me faire Philippe, flèche, yo, emballé avec tout le reste. Et là en particulier, vous voyez le toString qui a été fait par la data class. Si vous avez compris ça, vous êtes expert Kotlin. Il y a encore 2-3 trucs qui traînent, mais basiquement, vous avez compris Kotlin. Donc je ne vais pas aller plus loin sur Kotlin, parce que vous allez voir pendant que je vais vous parler maintenant de qu'est-ce que le réactif. Donc, est-ce que vous connaissez ceci? Non. Tu ne connais pas ce magnifique outil? Bon, donc ce magnifique outil, qui s'appelle donc Excel, mais ça marche aussi si vous faites du LibreOffice. Bon courage. C'est en soi déjà du réactif. Alors c'est du réactif parce que, enfin, on appelle ça même de la programmation fonctionnelle réactive, si on veut être très précis. Quand vous faites du Excel, quand vous avez une formule et que vous modifiez quelque part une valeur, ça déclenche automatiquement le recalcul de toutes les cellules qui dépendaient de cette cellule.
Donc c'est de la programmation réactive parce qu'on réagit à des événements. Et le tableur, c'est finalement déjà du réactif que vous faisiez sans vous en rendre compte. Donc si on revient à ce qui nous intéresse, nous, c'est les systèmes distribués, une application en 2018, elle est rarement toute seule sur un poste de travail déployé à la main, sans se connecter au monde extérieur. En général, l'application, elle est connectée à d'autres services, base de données, annuaire d'authentification, etc., etc. Et elle reçoit des données, des alertes, un peu de tous les côtés. Donc votre application, elle réagit à beaucoup de sollicitations, des stimuli. Mais autour, il y a un truc spécial qui s'appelle le réseau. C'est ce que j'ai mis juste autour en fait, de l'application. Et le réseau, il a ces propriétés bizarres de ne pas être fiable, d'avoir des latences plus ou moins variables, ce qui pose beaucoup de problèmes quand on fait du système distribué, ce qui est juste la réalité en fait, d'aujourd'hui. Donc le réactif, c'est un moyen d'aller vers des systèmes qui se comportent bien dans ce genre de contextes qui sont les contextes donc, de systèmes distribués. Alors le réactif, c'est un mot qui est assez galvaudé, tout le monde fait du réactif, tout le monde est réactif, c'est magique. Réactif, ça veut dire en fait trois choses, pour que vous ayez une compréhension de ça. Donc le réactif à la base, ça veut dire je réponds à un stimuli, un paquet réseau qui arrive, une demande de est-ce que mon service est en train de tourner, etc., etc. Et après, en fait, on distingue trois catégories de choses réactives. Donc la première, c'est les systèmes réactifs. Donc c'est des systèmes plutôt orientés message asynchrone, qui ont la bonne propriété de répondre, peu importe la charge, dans un temps raisonnable. C'est le principe. Donc si votre service il est juste écroulé par une charge réseau trop importante, il va quand même vous dire « Ok, je te réponds que je ne peux pas, je suis en panne, mais au moins je te réponds, je ne suis pas juste complètement saturé. » Ce sont des systèmes qui, par conception, ont ce qu'on appelle la scalabilité horizontale, c'est-à-dire qu'on peut démarrer plusieurs instances du service et diriger le trafic, et un système réactif est supposé bien se comporter dans ce genre de situation. Ensuite, on a ce qu'on appelle les reactive streams, où là, l'idée, c'est d'être efficace sur l'échange de flux de données ou d'événements entre des systèmes. Là, le problème central, c'est le problème de ce qu'on appelle la back pressure, c'est-à-dire que quand vous êtes le consommateur qui reçoit des événements, vous devez avoir un mécanisme pour dire à votre producteur « calme-toi, je ne peux pas aller aussi vite que toi ». Donc c'est un mécanisme en fait, de régulation de flux. Et dans Reactive Streams, ce qu'on cherche, c'est à avoir un flux qui soit le meilleur possible. Et enfin, on a Reactive Programming, donc ça c'est Excel, c'est Reactive Extensions, donc RxJava, Reactive Spring, etc., réacteur de Spring. Tout ça, c'est de la programmation réactive où on est plutôt sur du data flow. On observe des sources de données ou d'événements. Et puis on a des chaînes de traitement de ces événements. On verra quelques exemples un petit peu plus tard. Donc pourquoi on va vers des systèmes asynchrones? Alors, pour une raison assez simple, en fait, c'est que peu importe ce que fait ce morceau de code ici, c'est du code, on va dire, de Java.io classique qui fait des entrées-sorties. Ce qui se passe, c'est que quand vous lisez depuis, par exemple, un buffer réseau ou que vous écrivez vers un buffer réseau, potentiellement, vous allez bloquer parce que la donnée n'est pas arrivée ou parce que le buffer de sortie est plein. Donc quand vous bloquez, ce qui se passe, c'est que votre thread, sur lequel vous êtes en train d'exécuter le traitement, est bloqué. Ça, c'est embêtant quand on arrive à une certaine charge. C'est pas toujours bloquant, ça dépend des applications et de la charge que vous avez. Mais à vue de nez, quand vous arrivez à 1000 threads concurrents, si vous êtes sur un modèle, un thread par connexion, ça commence vous perdez beaucoup de temps globalement, et puis votre noyau il commence à passer beaucoup de temps à faire du scheduling de thread. Donc ça devient un peu moins efficace. C'est d'autant plus vrai quand vous êtes dans des machines virtuelles ou des conteneurs, parce que vous partagez la ressource qui s'appelle le CPU avec d'autres, mais vous ne les connaissez pas. Donc vous n'avez pas de mécanisme de coopération. Donc si tout le monde commence à gâcher beaucoup de CPU, c'est embêtant. C'est encore plus embêtant quand vous êtes dans un cloud public où vous payez à la ressource, qu'il se passe quelque chose comme Meltdown, où les correctifs logiciels font que vous perdez encore en perf. Donc globalement, le message qui est là-dedans, c'est que le système réactif, ce n'est pas forcément la panacée pour tous les cas applicatifs, mais si vous avez besoin d'utiliser efficacement des ressources, notamment le CPU, ça vaut le coup de passer vers de la programmation asynchrone et réactive.
Donc il y a plein de propositions qui existent pour faire de l'asynchrone sur la JVM et en dehors de la JVM, évidemment. Moi, ce dont je vous parle, c'est Vertex, qui vous fait de la programmation asynchrone sur la JVM. Alors en 2 mots, le vrai nom du projet, c'est Eclipse Vertex, parce que c'est un projet de la fondation Eclipse, qui ne fait, je vous rappelle, pas que des IDE. C'est pas un framework, c'est un toolkit, c'est-à-dire que vous allez choisir les briques pour créer votre applicatif. C'est basé sur Netty, et Vertex est polyglotte, c'est-à-dire qu'on supporte tous ces langages de la JVM avec des... C'est pas juste utiliser l'API Java, c'est vraiment des API du langage, que ce soit du Kotlin, Scala, Ceylon, JRuby, JavaScript. On a vraiment de l'adaptation aux idiomes de ces langages-là. Donc schématiquement, comment on fait du Vertex? Il y a 2 notions essentielles, ce qu'on appelle les verticals et l'event bus. Donc si vous avez fait des acteurs, c'est un petit peu ça qui est caché derrière. Vous pouvez imaginer une application très simple avec une partie HTTP qui reçoit des requêtes, une partie base de données qui dialogue avec une base de données, peu importe ce que c'est. Et vous pouvez donc découper fonctionnellement comme ça en verticals indépendants qui font leur travail. Donc le vertical HTTP, lui, il fait la gestion des requêtes HTTP. Et puis quand il veut chercher quelque chose en base, il va s'adresser au vertical qui fait les opérations avec la base de données. Et ça passe avec du passage de messages asynchrone sur l'event bus, qui est un système de messaging tout à fait normal en mémoire pour que les systèmes puissent communiquer. Donc l'event bus, c'est dans votre JVM pour que les verticals communiquent entre eux. Ça marche aussi en cluster, quand vous avez plein d'instances qui tournent sur votre réseau. Ça marche aussi entre du front et du back. Donc il y a un bridge vers du JavaScript pour que depuis votre navigateur, vous puissiez recevoir des événements ou pousser des événements vers l'event bus global pour dialoguer avec votre système. Je vous montrerai un exemple de ça un petit peu plus tard. Et ce qui est sympa avec les verticals, c'est qu'on peut les dimensionner de manière adaptative. Si par exemple je dis que je veux bien exploiter mes 4 cœurs de CPU pour les requêtes HTTP, je peux dire que je déploie 4 instances HTTP et puis une seule instance pour la partie base de données. Donc chaque vertical, il est associé à ce qu'on appelle une event loop. Si vous avez fait du Node.js, ça tombe bien parce que Vertex, c'est grosso modo Node.js fait pour la JVM, c'est un peu l'esprit de départ. Donc l'idée, c'est que sur un seul thread, qui va gérer une event loop, il gère des événements et le traitement de ces événements est supposé être non bloquant. Donc il ne va pas bloquer votre système. Concrètement, les verticals, on les déploie sur des event loops. Donc ça, c'est transparent, c'est quand vous déployez un vertical, il est mis sur une event loop. Ce qu'on fait par défaut, c'est qu'on prend le nombre de cœurs CPU, on fait x2. C'est-à-dire que pour chaque cœur, on met 2 event loops et les verticals se partagent les event loops. Ça peut se configurer, mais c'est ce qu'on fait par défaut. Et un vertical, c'est quelque chose de très simple qui a un cycle de vie, start, stop. C'est votre composant qui va traiter des événements sur l'event loop. Donc une petite démo pour vous montrer du Vertex. Alors du coup, là, j'ai une résolution de malade. Donc je vais commencer par faire un fichier Kotlin que je vais appeler hello. Donc ça, c'est votre premier programme finalement en Kotlin. Je vais commencer par faire un main, parce qu'on n'a pas besoin de déployer quelque chose dans un conteneur. On peut juste, si on veut, faire un main pour faire du Vertex. Et puis, je vais créer une instance de Vertex. Et dedans, je vais déployer un vertical. Je vais mettre le nom de la classe qui va s'appeler demo.main. Et puis ici, je vais créer ma classe pour mon vertical. Donc ma classe main, je vais dire qu'elle étend abstract vertical. Et là, j'ai mon vertical. Alors mon vertical, je vais lui créer un logger, parce que c'est pratique d'avoir un logger. Je vous montrerai ce qui se passe grâce à ça au niveau des threads. Donc je vais passer par slf4j, logger factory. Voilà, donc là j'ai mon logger, très pratique. Et puis je vais redéfinir la méthode start, parce que c'est elle qui va être appelée quand mon vertical est déployé. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je peux loguer le fait que je démarre si j'ai envie.
Et puis après, donc, dans les classes de vertical, j'ai cet objet vertex. Alors cet objet vertex, c'est mon contexte avec lequel je peux tout faire. Donc je peux notamment déployer des verticals, c'est ce qu'on avait fait un tout petit peu plus bas, mais je peux aussi créer des serveurs HTTP, des clients HTTP, faire des requêtes DNS, des serveurs TCP, UDP, des clients, bref. Je peux faire un peu tout ce dont a besoin une application réseau, finalement. C'est ça qui est intéressant avec Vertex. J'ai aussi ce qu'on appelle l'Event Bus qui va me permettre de communiquer entre différents systèmes. Donc là, je vais commencer par un truc très très simple. Sur l'Event Bus, je vais me faire un consommateur qui va recevoir du JSON sur une adresse qui va s'appeler Toto. OK. Et à chaque fois que je vais recevoir un message sur cette adresse, je vais faire quelque chose avec. Donc là, je vais faire juste print. Je vais prendre mon logger. Je vais faire info. Et puis, je vais dire que j'ai reçu un message, en fait. Alors, it, c'est si vous avez fait du Groovy. C'est le nom par défaut en fait, du paramètre qui vous est passé dans la lambda. Sinon, ici, vous pouvez dire it, flèche, comme ça. Ou mettre un autre nom si vous avez envie. Donc, je vais faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut créer un serveur HTTP. Alors, avant, je vais me créer un routeur, parce que sinon, ça va pas être joli. Donc, je vais faire routeur. Routeur.routeur. Vertex, voilà. Mon serveur HTTP, je veux dire que toutes les requêtes, je les envoie au routeur. Donc je fais routeur accept. C'est pour avoir des jolies routes en fait dans mon API. Et puis je vais écouter sur le port 80-80, ce qui est très original. Et puis là, je vais juste dire que quand on fait un get sur le chemin qui s'appelle hello, je renvoie. Il faut que je fasse un handler ici. J'ai un contexte de routing, je vais l'appeler contexte. Et là, je vais faire context.response.end hello. Alors après, je pourrais renvoyer du JSON, ce serait plus joli. Donc je vais mettre que je renvoie du JSON, put header. Donc je dis que je renvoie du JSON. Et puis là, je vais passer du JSON. Donc je vais faire JSON, je vais me le créer au-dessus, ce sera plus lisible. Donc payload, je vais l'appeler comme ça. Donc on a une fonction en fait en Kotlin pour créer des objets JSON de Vertex. Ça rend le truc, ça fait une espèce de mini DSL. Et je vais dire que je vais faire un objet, je passe ici un objet et je vais dire message to hello. Donc ça me permet de faire ça. Et là, je vais encoder mon message en chaîne de caractères pour dire voilà mon JSON sous forme de chaîne de caractères. Donc si j'ai fait ça, j'ai un serveur HTTP, j'ai de l'autre côté un consommateur sur l'Event Bus, et puis je vais me créer un autre vertical qui va juste envoyer en fait des messages sur l'Event Bus. Donc pareil, j'étends abstract vertical. Hop. Je vais avoir un start ici qui va être relativement simple. Et là, en fait, je vais faire une tâche périodique. Donc, toutes les 3 secondes, 3000 millisecondes, je vais faire ça. Donc, je vais aller sur vertex.eventBus. Je vais publier un message sur l'adresse qui s'appelle, je l'ai appelé comment? Toto. Je te remercie. Et je vais passer donc du JSON, ici. Et je vais dire what to tick. Je vais mettre un objet, sinon il ne va pas être content. Hop. Et donc là, ce vertical, il faut aussi que je le déploie. Donc, mon contexte vertex, je vais l'attraper ici. Et je vais déployer other. Et puis comme j'ai envie de m'amuser, je vais déployer plusieurs fois le premier vertical. Donc j'ai deployment options, ça me permet de passer une configuration et je vais dire que je veux 4 instances de vertical. Alors si, c'est une très bonne question de monsieur. Monsieur me dit, ils ne vont pas tous écouter sur le port 80-80. Si. Justement, c'est ça la magie de Vertex. C'est qu'en fait, quand vous avez plusieurs verticals qui écoutent sur le même port, le trafic est dispatché en round robin, de manière complètement transparente. Donc là, vous voyez la communication entre les deux
se passe bien, on envoie bien what, tick. Et puis si je prends ici, si je fais une requête HTTP, mon endpoint, je l'ai appelé comment? Hello. Donc je fais localhost 8080/hello. Plouf, voilà, j'obtiens message hello comme ça. Donc ça m'a permis de faire ça. Et puis si je voulais loguer ce qui se passe pour que vous voyez ce qui se passe au niveau des threads. Donc là on peut dire request processed. Et puis au niveau de l'autre là qui envoie, on va lui faire aussi quelque chose, on va loguer. On va dire tick. Ah, il n'a pas de logger lui. Donc il n'a pas de logger. Bon, je vais l'enlever, c'est pas grave, on s'en fout. Donc si je redéploie, on va juste voir en fait que justement ça va dispatcher un round robin. Donc là je fais 2 requêtes. Et là on voit que du coup j'ai une requête sur le thread 0, une requête sur le thread 2. Donc le trafic est dispatché de manière transparente entre mes instances de vertical. Oui, c'est les threads de l'event loop. Donc en fait, ça dispatche l'événement sur les event loops de manière transparente. Donc ça, c'était pour vous montrer du Vertex de base. Vous voyez, ça me permet de créer des services réseau de manière assez simple. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a l'intégration avec tout l'écosystème classique pour vos services. Donc si vous parlez avec du MongoDB, on a l'intégration. Du MySQL, on a un driver parfaitement asynchrone, pareil pour PostgreSQL, Apache Ignite, enfin bref. Tous les mots-clés et plus que cela, vous les avez pour construire vos systèmes distribués. Alors après, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais là j'ai utilisé des callbacks dans mon API. Donc j'ai fait des choses quand on fait la route, enfin on fait un get sur telle adresse, alors on appelle tel callback, etc. Donc la programmation asynchrone, c'est compliqué, mais ce n'est pas qu'un problème de callback. C'est-à-dire les callbacks qui sont chaînés comme ça, le callback L, des callbacks de callback de callback, c'est compliqué à raisonner. Mais plus généralement, quand on fait de la programmation asynchrone, ça devient très vite compliqué de raisonner sur l'enchaînement des opérations asynchrones. Donc le callback L, c'est une facette, mais ce n'est pas la seule. Donc dans le support de Vertex, et quand on mélange avec Kotlin, on a 2 réponses en fait pour ça, pour ne pas faire que du callback. La première, c'est les coroutines. Donc les coroutines de Kotlin, si vous avez fait du JavaScript avec async await, il y a du async await. Si vous avez fait du Go avec des channels de Go, il y a aussi des channels dans les coroutines de Kotlin. Un exemple, je ne sais pas s'il est lisible, oui, celui-ci. Donc là, je fais 2 coroutines avec async. Donc async, ça me passe un bloc qui va être exécuté sur un autre thread, un thread d'un pool de workers. Et puis, donc là, lui, le premier, il fait quoi? Il compte les entiers de 1 à 100. Et puis à la fin, il retourne une valeur. J'ai un deuxième bloc asynchrone, une deuxième coroutine qui fait juste j'attends 300 millisecondes et puis je renvoie un 2, 3. Et en fait, au niveau du parent, on fait await pour récupérer les erreurs, on synchronise comme ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas bloquant dans le sens où on défère un travail et l'attente, elle relâche en fait le thread. On pourrait faire d'autres choses en fait en même temps. Enfin, sur une logique séquentielle. L'autre technique, c'est d'utiliser ce qu'on appelle Reactive Extensions. Donc on a Eric Java 2, plus des extensions pour rendre ça fluide avec Kotlin. Donc les coroutines, c'est plutôt quand on veut, je vous montrerai des services qui font ça après, plutôt quand on veut avoir des choses séquentielles sans écrire de l'asynchrone. Ça donne l'illusion du synchrone, mais c'est de l'asynchrone. Reactive Extension, ça vous permet de faire plutôt du data flow, dire je prends mes événements et puis voilà ma chaîne de traitement pour raisonner sur ces flux en fait, de données et d'événements. Donc ça ressemble à ce genre de choses. Là, je fais un zip. Donc j'ai en fait 2 sources qui sont observables. La première, c'est des nombres aléatoires qu'on va générer pendant 500 millisecondes. Donc je fais repeat, take 500, machin. C'est juste pour faire ça pendant 500 millisecondes. Une fois que j'ai mes observables, ils sont produits en fait pendant 500 millisecondes. Et à chaque fois, en fait, ce que je fais, c'est que je garde que ceux qui sont positifs. Donc je filtre. J'ai un deuxième filtre pour dire je veux qu'il soit pair aussi, donc positif et pair. Et puis à la fin, je fais un map pour transformer mon entier en une chaîne de caractères avec un crochet.
De l'autre côté, j'ai un autre observable qui est les nombres de 1 à long.max. Et puis en fait, après, je vais les zipper. Donc les zipper, ça veut dire que je veux les composer en fait ces deux flux en prenant les éléments un à un. Donc je vais les assembler. C'est comme une fermeture éclair, c'est pour ça que ça s'appelle zip. Et du coup, je les zip en créant une nouvelle chaîne de caractères qui est id /n. Donc je zip et puis il ne se passe rien tant que je n'ai pas fait un subscribe. Donc j'ai ma source. Et quand je fais subscribe, c'est là où je déclenche en fait le traitement qui va consommer en fait les événements. Donc j'ai un callback qui est appelé pour chaque onNext, donc pour chaque événement qui apparaît dans le flux. Si jamais j'ai une erreur, j'ai un callback, et quand j'ai terminé, j'ai un callback aussi qui s'appelle onComplete. Donc ça c'est bien, ça vous permet de créer des services asynchrones, réactifs, qui font leur vie. Selon le problème que vous faites, vous allez faire du RX Kotlin, du coroutine ou juste des callbacks, ça dépend ce que vous faites. Vous intégrez avec du MongoDB, du ce que vous voulez. Et puis à un moment, il faut se poser la question de déployer ça. Donc déployer ça, je vais vous parler de Kubernetes. On peut faire autre chose, on peut juste aussi déployer sur un serveur, ça marche aussi. Mais Kubernetes, l'intérêt, c'est d'orchestrer des conteneurs. Alors j'ai pris quelques éléments d'une BD qui vient de Google Cloud qui explique très bien en fait ce qu'est Kubernetes. Je vous ai mis le lien en bas, vous pourrez le récupérer. Le problème de base quand on veut déployer du logiciel, si on a juste un serveur, on va avoir des conflits entre des dépendances sur un Linux par exemple, sur des choses comme ça. On va avoir des conflits. Donc il y a la solution de dire je mets une machine virtuelle. Très bien, mais si on déploie tout dans la machine virtuelle, c'est comme sur une machine physique, on va avoir aussi des conflits. On peut se dire, je prends une application, je crée une machine virtuelle. Donc là, vous résolvez le problème des conflits de dépendance. Le souci, c'est que les machines virtuelles, c'est quand même un petit peu lourd. Donc, faire une machine virtuelle par service, c'est potentiellement compliqué et lourd. Donc la solution, vous la connaissez, Docker, 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 tout le monde fait du Docker en théorie. Docker est supposé résoudre magiquement tous les problèmes du monde, et effectivement, ça résout au moins le problème de faire comme une VM, mais en plus léger, si je veux caricaturer. Parce qu'évidemment, Docker n'est pas une VM. Le problème, c'est que quand vous avez fait ça, vous avez résolu le problème finalement d'avoir un mode pratique d'unité de déploiement sur vos serveurs, mais vous avez toujours le problème du monitoring, qu'est-ce qui se passe quand j'ai un nœud qui crash, etc., etc. Donc c'est quand même compliqué. Même quand on rajoute des machines, il faut les nommer, il faut les intégrer au réseau, bref, blablabla. C'est compliqué. Donc l'idée, c'est que Kubernetes, ça vous donne une solution en fait, pour déployer vos services sur un gros cluster, qui peut être d'ailleurs mixed, cloud, public, privé, il n'y a aucun souci. Enfin, en théorie. Mais juste, vous allez dire, en fait, je veux juste pas savoir comment s'appelle la machine sur laquelle je déploie, je veux juste déployer en fait une image, dire je veux 3 instances et puis exposer un service. Donc c'est la promesse en fait de Kubernetes de dire on prend Docker, on fait des images Docker et on les déploie sur nos systèmes. Donc si je prends une vue très simplifiée de ce qu'est Kubernetes, donc l'idée c'est que vous avez votre cluster, donc il a au moins un master, mais on peut en avoir plus. On a des nœuds qui sont les machines virtuelles ou physiques sur lesquelles on va déployer des services. Et puis, dans ces machines, on a ce qu'on appelle des pods. Donc, les pods, c'est ce qu'on va déployer. Donc, dans un pod, on va trouver des conteneurs. En général, il y en a un, mais parfois, il y en a plus, notamment si vous écoutez des gros mots comme service mesh, vous verrez des conteneurs qui se greffent à votre conteneur pour faire des choses bizarres. L'idée, c'est qu'un pod, ça correspond grosso modo à une machine, avec son volume, son réseau, son namespace, etc. Donc l'idée, c'est que si j'ai plusieurs conteneurs qui se tournent sur le même pod, en fait, ils sont sur localhost. Ils sont capables de se voir et de partager du disque et du réseau. Les pods, après, ils interagissent avec l'orchestrateur Kubernetes qui est au-dessus pour faire diverses choses. Donc par exemple, gérer des réplicas et du scaling. Vous pouvez dire, si j'ai une charge de CPU, de ressources qui est un peu trop forte, démarre-moi des nouvelles instances ou réduis-les automatiquement. Pareil, si jamais j'ai un conteneur qui tombe, un pod qui tombe, on va le redémarrer. Donc vous avez tout ça qui existe. Si votre applicatif le souhaite, il peut dire, avec des probes, quand il est prêt,
à recevoir des requêtes et il peut être interrogé régulièrement pour savoir s'il est en vie, ce qui est assez pratique. Savoir s'il est en vie, ça se fait à la fois avec du TCP, du HTTP ou surveiller un fichier dans le pod. Et puis vous avez les rolling upgrades, quand vous voulez mettre une nouvelle version en production, vous avez différentes stratégies pour tester ça avec des canaries ou des choses comme ça. Donc on va essayer Kubernetes avec différents services. Je vais utiliser un truc qui s'appelle Minikube, qui est un Kubernetes que vous pouvez mettre sur votre machine, par exemple dans un VirtualBox, et ça vous permet de jouer avec Kubernetes. Donc pour ça, j'ai développé un certain nombre de services. J'ai fait un outil de chat qui s'appelle Slack. Je ne vois pas du tout pourquoi. J'ai fait des faux services de température. Donc c'est vraiment un truc très très bête qui vous donne une température avec un... Et ça bouge un petit peu dans le temps. J'ai une gateway qui va agréger toutes les températures des services disponibles. Et puis une alarme qui va poster dans Slack pour dire hey, il y a un problème avec une température qui est trop élevée. Ce que ça vous permet d'illustrer ça, c'est différentes choses qu'on a dans Vertex. Par exemple, pour la gateway, elle ne sait pas a priori combien de services de température sont disponibles. Donc on va faire de la découverte de services régulièrement pour voir quels sont les services qui sont disponibles dans le cluster Kubernetes. Le service d'alarme, alors lui, il est basé sur des coroutines parce que c'est vraiment séquentiel, c'est-à-dire tous les temps de temps, je me réveille, je récupère les températures. Si j'ai une des températures qui est trop forte, je poste dans le service de chat une notification, etc. Et puis pour Slack, qui est une application web, il y a un truc sympa à regarder, c'est fait avec du Vue.js. C'est très bien Vue.js. Il y a l'intégration notamment de l'EventBus pour avoir le même modèle de programmation dans l'application client et dans le back-end où on s'envoie des messages, ce qui est assez joli. Donc la démo, je vais vous montrer ceci. Donc je vais commencer par vous lancer. Donc Minikube, c'est votre point d'entrée. Vous avez un joli dashboard qui n'est pas à temps réel, mais vous voyez en fait ce que vous avez dans votre cluster. Alors du coup, la fonte pour vous, elle est potentiellement un peu petite. Mais vous voyez par exemple ce que vous avez déployé, tous les services qui vont tourner. Donc vous avez vos pods et puis vous avez vos services à un moment. C'est tout ce qui est exposé en fait de l'extérieur. Bon, c'est une console dans laquelle vous pouvez chercher les logs, tout ça. Mais on peut aussi tout faire en ligne de commande avec un outil qui s'appelle kubectl et qui vous permet par exemple de voir tous les pods qui sont déployés. Donc là, vous avez tout ce que vous avez sur votre cluster. Alors, je vais commencer par vous montrer en fait ces services. Donc, je vais lancer avec Minikube. Il est assez pratique. Il peut vous donner l'URL d'un service comme Slack. Il va vous dire Slack, il est disponible à telle URL. Si vous ne mettez pas le paramètre URL, hop, il vous envoie directement dessus avec votre navigateur. Donc là, je vais essayer de gonfler à mort la police. Donc là, c'est un chat en fait temps réel. Je vais essayer de me faire 2 instances histoire que ce soit plus. Ça commence à pas être joli, mais c'est pas grave. Est-ce que vous arrivez à lire proprement ça? Ouais. Ok. Donc là, je peux faire un truc genre je suis Mr Bean, je fais yo, et hop, l'autre à côté a reçu. Ici, je m'appelle. Oups. Je m'appelle moi-même. Donc ce qui est bien avec Vue.js aussi, c'est que c'est réactif. Enfin, en soi, c'est un client qui est réactif. Hello. Voilà. Donc là, du coup, bon, j'ai un chat. Ça peut marcher de manière assez transparente. Et puis, j'ai mes services de température. Donc, j'ai différents services. J'ai par exemple, avec kubectl, je peux les voir. Kubectl get services. Voilà, j'ai tous mes services qui sont déployés. Donc du coup, avec Minikube, je peux récupérer l'URL, par exemple, de mon service de température, qui s'appelle température service, le 1. Et il me dit, c'est à cette adresse qu'il faut dialoguer. Donc, que puis-je faire avec ça? Je peux faire du HTTP. Et puis, je sais, parce que c'est moi qui l'ai fait, je me rappelle, c'est temperatures. Le endpoint, et ça me... Non, température. Voilà. Donc ça me fait un service voilà, qui capte de la température et puis ça bouge plus ou moins vite sur le système. De la même manière, j'ai ma gateway. Donc ma gateway, elle agrège en fait tous les capteurs disponibles. Donc c'est ici. Et si je fais un
HTTP GET là-dessus, température. Ça me fait l'agrégation, donc ça m'envoie température et puis tous les capteurs qui étaient tous les services disponibles, ça m'envoie en fait les données qui étaient là, etc., etc. Ce que je peux faire aussi, sur les températures, je peux prendre, par exemple, le service 1, je peux lui faire un put, donc je me suis fait une backdoor pour mettre à jour en fait la température et je vais dire par exemple qu'il fait 42 degrés,2 dessus. Donc je fais ma requête. Hop, ça a changé la valeur. Et donc, du coup, logiquement, dans Slack, voilà, j'ai les températures qui vont arriver pour dire qu'il fait 42 degrés sur ce capteur. Donc, c'est un scénario avec différents microservices. On peut découvrir des capteurs de température, on a un chat, on a une gateway qui agrège toutes les températures dispo, et puis on a un service qui s'amuse à faire des alertes. Donc, qui vient interroger et puis faire le lien entre les deux services. Donc, comment ça marche? C'est simple. Je vais juste fermer ça. Je vais vous montrer. Vous voulez voir quel service en premier? La gateway? Donc je vais vous montrer la gateway. Donc la gateway, est-ce que c'est assez gros? Ça vous va? Je vais peut-être le zoomer un tout petit peu plus. Donc la gateway, c'est un vertical qui est tout ce qu'il y a de plus bête. Toutes les 10 secondes, en fait, il va refaire une découverte de service pour voir s'il y a des services qui sont apparus sur le cluster ou pas. Et en fait, il tient à jour son ensemble de services disponibles avec une liste. Donc c'est une liste de références de services. Ça lui permet de faire ses requêtes comme ça. Donc la découverte, elle se fait en interrogeant donc, le mécanisme de... Enfin, on a un module qui fait la découverte avec Kubernetes, Consul, enfin... tous les systèmes, on va dire, de découverte cloud qui existent. Et puis, on va chercher, en fait, les services ici. On va chercher les services où on a des tags, parce qu'en fait, en Kubernetes, on peut taguer à peu près tout et n'importe quoi, où le tag, c'est température service. Donc, quelque chose qui dit, dans les métadonnées du service, je suis un service de température. Donc, on les découvre, et puis, quand on les reçoit, hop, on les ajoute. Et puis, quand on fait la requête qui va agréger, en fait, donc là, c'est fait avec du RX Kotlin. On prend les web clients, donc c'est des clients HTTP asynchrones. Pour chaque client, on dit tu fais une requête GET sur /API température sur le service en question. Tu me renvoies du JSON, donc tu décodes automatiquement le JSON parce que j'ai pas envie de le faire moi-même et je send. Quand j'ai ça, je récupère en fait toutes mes réponses, donc je fusionne tous les flux de réponses qui sont en fait mes requêtes HTTP vers mes autres services. À chaque fois que j'en reçois une, j'ajoute dans un tableau ma réponse. Si j'ai une erreur, je fais planter avec un 500 le service qui m'a demandé d'agréger. Et quand c'est terminé, donc je fais un objet JSON qui contient température et le tableau de réponse. Et puis je réponds en disant que je renvoie du application JSON, tout simplement. Donc ça, c'est ma gateway. Alors après ma gateway, il faut la déployer. Donc j'ai un Dockerfile. Si vous avez fait du Docker, c'est du Docker tout à fait normal. C'est-à-dire que je prends l'image de mon jar ici et puis voilà, je fais une image de conteneur, tout ce qu'il y a de plus classique. Là où ça devient beaucoup plus marrant, c'est dans la partie comment je décris ça pour Kubernetes. Donc pour Kubernetes, en fait, on fait des fichiers YAML. J'ai écouté personne rigoler pour l'instant. Quand on fait du YAML, attention, les espaces, tout ça, ça peut casser votre fichier de manière un peu bizarre. Donc attention. Donc on fait des descripteurs qui décrivent quoi déployer. Donc ici, j'ai deux choses en fait dans mon descripteur pour Kubernetes. Ici, je dis que je fais un service. Donc un service, ça expose quelque chose à l'extérieur ou à l'intérieur du cluster. C'est un service qui pointe vers plusieurs pods. Donc il fait en fait, il y a un load balancer devant qui va répartir le trafic. Donc ce que je dis ici, c'est que voilà, je fais un service qui a un load balancer sur le port 80-80. Donc il prend sur le port 80-80 et à l'extérieur, il expose sur le port 80-80. Après, pour faire un déploiement, donc pour déployer en fait le service, je fais ce qu'on appelle un deployment. Donc vous voyez, il y a plein de YAML, blablabla. Je dis que j'ai un seul réplica, c'est le nombre d'instances qu'on a au départ, mais ça peut changer après à la volée dynamiquement. Je peux créer des instances, les baisser, en créer, il n'y a pas de souci.
Et surtout, là, je dis que mon conteneur, je veux l'image de temperature gateway latest. Donc c'est là où vous dites l'image Docker qui vous intéresse. Et puis, elle va être déployée. Et vous dites que vous exposez le port 8080. Donc c'est vraiment, je prends mon image Docker et puis je dis comment j'emballe ça dans Kubernetes. Donc au début, le fichier YAML, il vous paraît un peu verbeux et bizarre. Et puis après, vous oubliez, vraiment. Donc si je veux déployer quelque part, je peux vous montrer comment on fait. Donc là, j'ai tous mes fichiers YAML. Et puis je fais kubectl, apply. Je donne le nom d'un service, par exemple ma gateway. Gateway. Et il déploie. Donc là, comme il était déjà déployé et que j'ai rien fait de neuf, il l'a redéployé, mais voilà. Donc à chaque fois que vous développez, que vous voulez déployer, vous êtes obligé de redéployer. Sinon, dans Minikube, un truc qui est assez pratique, c'est que vous avez des add-ons. Liste. Notamment, il y en a un qui s'appelle FreshPod. Si vous jouez avec Minikube, utilisez-le. C'est en fait à chaque fois que vous redéployez une image Docker dans Kubernetes, en fait, automatiquement, il redémarre les pods qui avaient l'image. Ça vous simplifie un petit peu la vie. Donc là, je vous ai montré la gateway. Donc c'était du RX Java. C'est vraiment, je décris, j'observe quelque chose et puis je décris comment je vais composer ma chaîne de traitement. J'ai le service qui s'occupe de vérifier les températures. Donc lui, il utilise des coroutines. Parce que c'est finalement assez procédural, assez séquentiel comme traitement. Donc l'idée, c'est que là, je crée un client HTTP. Et puis, là, en fait, alors, je ne sais pas si vous voyez, mais dans IntelliJ, vous avez ce petit symbole ici qui veut dire que ça correspond à un appel de coroutine. Donc ça va suspendre, en fait, l'exécution. Donc là, je dis que j'attends le résultat, ici, par exemple, pour démarrer mon serveur HTTP, parce qu'éventuellement, il peut y avoir un problème. Donc je démarre ça. Ça, c'est pour les liveness check, on s'en fiche un petit peu. Mais la logique principale, elle est ici. Donc j'ai une boucle infinie qui fait, j'attends ici 15 secondes. Donc j'attends l'événement de mon timer qui me dit, je t'envoie un événement dans 15 secondes. Donc on fait await event. Donc on a l'illusion en fait vraiment d'essayer de faire du procédural comme dans du bloquant. J'obtiens mes réponses avec cette méthode qui ici fait j'attends un résultat d'un client HTTP, donc une réponse HTTP qui contient du JSON. Donc web client get as send et je renvoie du coup une réponse HTTP avec du JSON. Voilà, donc ici, une fois que je l'ai, donc j'ai ma réponse, pareil, donc c'est un appel qui peut être suspendu. Je fais mon agrégation et puis ce que je fais, c'est que si jamais j'ai une température qui est supérieure à 25, à ce moment-là, je prépare un message pour envoyer dans mon chat avec Slack et je poste une température ici. Hop, donc pareil, je fais du HTTP avec le client HTTP non bloquant qu'on a dans Vertex. Et quand vous faites des coroutines, du coup, si vous avez une erreur, donc là où quand vous faites du callback ou du RX Java, vous avez un callback pour dire voilà ce que je fais quand j'ai une erreur. Ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, on vient sur du try-catch normal. C'est pour ça que je vous dis qu'on a l'illusion de faire de l'asynchrone avec du synchrone. Voilà ce que je pouvais vous montrer là-dessus. Et le dernier truc qui était sympa, je vais vous montrer. Alors, je ne prends pas IntelliJ, je prends VS Code parce que VS Code est vraiment bien pour ça, quand on fait du client. Ça, c'est du Vue.js. Vous n'êtes pas obligé d'être expert Vue.js, mais c'est ce qui fait vraiment l'interface. Pour vous brancher à l'Event Bus qui est utilisé dans votre back-end, on a ce qu'on appelle l'Event Bus Client de Vertex. Donc dans votre JavaScript client, vous créez votre client sur l'adresse /eventbus ou autre chose. Et puis après, en fait, vous pouvez, comme vous feriez côté back-end, vous abonner à une file de messages ou une destination sur laquelle on reçoit des événements. Et vous dites, voilà, à chaque fois qu'on t'envoie un message ici, voilà le callback que tu vas utiliser. Donc là, par exemple, c'est quand je reçois un message, c'est ce qui fait qu'on met le message dans le chat et il apparaît en fait en début de chat. Et du coup, là, je ne suis pas en train de faire des requêtes sur une API ou autre chose. Je fais juste la même chose que côté back-end. J'envoie des messages sur l'Event Bus de Vertex qui est étendu jusque dans mon client. Alors, pour la sécurité, on peut restreindre des choses, mais
Globalement, vous voyez, là, ici, j'envoie un message pour dire, ça c'est quand je veux faire un rafraîchissement, j'envoie un message pour dire, envoie-moi tous les messages. Quand j'envoie qu'un message, je dis j'envoie sur la destination qui s'appelle messages.store, j'envoie un message qui dit l'auteur il s'appelle Toto, et puis le contenu c'est ça. Et comme Vue.js est réactif, quand je remets le champ à 0, tout ça réagit automatiquement. Donc ça aussi c'est assez sympa d'avoir la même chose côté front et back. Qui c'est qui répond en /eventBus? Qui répond en /eventBus, c'est côté Vertex Kotlin. Donc c'est lui qui expose à cette adresse-là de quoi permettre à SockJS de faire les interactions. C'est toi qui as codé quelque part que... Alors, je vais te montrer. C'est dans le Slack. C'est très précisément ici. Donc, tu crées une route ici sur eventBus/étoile pour dire tout ce qui arrivera là. Et c'est un truc qui s'appelle le SockJS Handler qui fait automatiquement le lien entre les deux, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est une démo avec comment on utilise finalement Kubernetes assez facilement et on déploie des services dedans. La conclusion, en espérant que vous n'ayez pas trop dormi, ce que vous devez retenir de Vertex, c'est que c'est un modèle de réactif de bout en bout. Ce n'est pas que des API réactifs de programmation réactive, mais ça fait vraiment toute la chaîne de bout en bout. Et même s'il y a des choses qui sont bloquantes, comme des drivers JDBC, on offload pour ne pas bloquer la boucle d'événements normale de Vertex, donc on le rend un poil plus non bloquant. Ça marche pour tous les types de systèmes distribués, du petit au très large échelle. Moi, je l'ai utilisé pour des systèmes d'IoT ou des démos vraiment très simples, ou pour faire de la collaboration avec un logiciel de DJ. Enfin, il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire avec. Ça s'adapte bien et ce n'est pas un framework. C'est-à-dire que c'est vous qui prenez les briques qui vous intéressent et vous créez votre système distribué avec ça. Quelques ressources avant de conclure. Donc, si vous êtes un développeur Java, on va dire sans grosse expérience de l'asynchrone, j'ai rédigé un guide qui ressemble plus à un mini-book en fait, sur comment vous aider à transitionner vers l'asynchrone avec Vertex, comment comprendre tout ça. Vous avez un bouquin gratuit chez O'Reilly de mon collègue Clément Escoffier sur comment faire des microservices réactifs avec Vertex, notamment. Vous trouverez des choses, donc pas pour Kubernetes directement, mais pour OpenShift, qui est basé sur Kubernetes, qui est l'orchestrateur le produit de Red Hat. Et puis on a une université avec Julien Viette l'an dernier, qui a duré 3 heures à Devox, qui vous montre doucement comment faire des services réactifs avec Vertex. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Et puis si vous avez des questions maintenant ou après, surtout n'hésitez pas, mais n'hésitez pas. Merci. Quelqu'un a des questions? Sachant qu'il n'y a pas de questions bêtes. Une question là-bas. Une par ici. Est-ce qu'il y a une grande différence entre le réactive et l'utilisation des flux? Car je connais pas trop les deux, donc entre Vertex et les applis flux qui est dans Spring, est-ce que l'un repose sur l'autre ou est-ce que c'est deux trucs complètement différents? Par rapport à Spring, tu veux dire Webflux ou... Par rapport à Webflux, non, ce sont deux choses différentes. Si tu fais du Webflux, ça ressemble beaucoup à du Vertex. Tu vois, quand tu crées ton serveur HTTP, tu crées tes routes, etc. Tu vas retrouver la même chose qui est de configurer avec des appels de fonctions plutôt qu'avec des métadonnées type annotation. Donc la réponse est que ce sont des choses similaires de ce point de vue-là. Oui. J'arrive. Au niveau back-end, venant du monde Java Entreprise, est-ce qu'il y a des couplages qui existent avec Vertex? Est-ce qu'il y a, pardon, des couplages, ou est-ce qu'un serveur J2E peut parler avec Vertex et travailler ensemble? Alors, il y a un module d'intégration JCA qui existe, si tu voulais passer par JCA. Après, la bonne façon d'intégrer les deux, je veux dire de manière très classique, donc du Java EE et puis
du Vertex, c'est de passer soit par des API sur HTTP, soit passer par du messaging, pas forcément Kafka qui est le truc à la mode, mais tu pourrais passer par du JMS et puis ton broker de messages en ActiveMQ ou autre. C'est le genre d'intégration un peu classique qu'on va faire. Donc tu vas pas faire du Vertex dans ton application Java EE, mais tu les prends et tu les intègres avec le middleware qui te plaît au milieu. Mais typiquement, un message broker, ça fait très très bien le job. Quand tu as parlé de Vertex tout à l'heure, tu as dit que les verticals, on pouvait faire du dimensionnement adaptatif. C'est-à-dire quoi? Qu'on peut augmenter programmatiquement, déployer de nouveaux verticals? C'est ça, c'est-à-dire que, tu vois, quand j'ai fait Vertex Deploy Vertical au début, moi, je déploie mes verticals, ils font leur vie, mais il n'y a rien qui t'empêche, dans l'applicatif, de réagir à une métrique de charge et de redéployer un vertical. Bon, en pratique, c'est pas trop ce qui se fait, c'est plutôt on peut le faire dans le process de ta JVM, mais c'est plutôt, on va exposer des métriques pour un orchestrateur type Kubernetes, Mesos ou n'importe quoi, qui lui va prendre la décision de créer une nouvelle instance. Parce que si tu satures localement, c'est rarement en créant un nouveau vertical que tu vas absorber mieux la charge. Mais techniquement, si tu veux des choses un peu dynamiques dans la conception de ton service, oui, tu peux faire ça. Tu déploies, tu undeploy, enfin, dynamiquement. Une question devant. Sinon, je peux répéter la question si tu veux. Sinon, il faut répéter. Ouais, je peux répéter. J'ai pas fait gaffe dans ton truc Slack et Temperature Sensor, l'event boost c'était partagé ou pas? Non, je les ai pas mis en cluster. J'aurais pu les mettre en cluster. Dans Kubernetes, ils se seraient vus. Ils auraient pu partager donc oui, effectivement, quand on met en cluster l'event bus, quand on envoie un message, il peut être consommé par un autre nœud. C'est complètement transparent. Ça peut être consommé côté client par du JavaScript. Et ça veut dire quoi mettre en cluster en fait? Il faut que chacun connaisse tous les autres? Alors, le clustering, c'est tu passes par un back-end qui est Hazelcast, Infinispan, ce que tu veux. Et puis après, alors, si tu prends Hazelcast par défaut, ce qui est sympa, c'est que si tu es sur le même segment de réseau, ils vont se découvrir. C'est assez magique. Mais sinon, tu passes par, tu lui dis, prends le... Il y a un support par exemple pour Kubernetes pour dire découvre tes voisins dans Kubernetes, et puis ils se découvrent, et puis ils se font des connexions entre eux. Et tu peux partager donc à la fois des passages de messages dans l'event bus au sein du cluster, et tu peux aussi partager de la donnée. Donc on a des types de données pour cacher des choses, se les passer, se les partager. Donc c'est un cluster au sens où on se connaît et puis on peut partager des informations. Vous n'avez plus de questions? Alors, quand vous sortez, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre une petite gommette sur votre droite. Merci beaucoup. Merci. J'ai des stickers, si ça vous plaît.